variées d'identité pathologique. 20% des personnes de plus de 55 ans présentent une forme, une autre de la maladie artérielle périphérique occlusive. Il peut s'agir d'une ischémie aiguë, d'une ischémie chronique, caractérisée par la présence d'une claudication intermittente, claudication qui signifie boiter, une ischémie critique des membres. Alors, dans le cadre de notre démarche, nous allons nous baser sur des données objectives, à savoir l'anamnèse et l'examen physique, les tests non invasifs, tels que les pressions segmentaires, les les graphiques et fémoropropriété tibiale, évidemment, en additionnel, le scanner, l'angioscanner et l'imagerie par résonance magnétique. Pour bien comprendre la pathologie ischémique des membres inférieurs, il faut bien un retour à la source, c'est-à-dire un retour à l'étude de l'anatomie, vasculaire du membre inférieur, en commençant par au niveau de la population dentaire, à hauteur de L4, tournant les deux iliaques primitives qui elles-mêmes vont se diviser en interne et externe. L'artère iliaque viscérale, l'artère glutéale supérieure et inférieure, l'artère obturatrice, tandis que l'artère iliaque externe fait suite à l'artère iliaque commune, chemine en regard de la ligne arquée pour atteindre l'anneau fémoral, et elle donne aussi des collatérales pour la paroi abdominale et les organes génitaux externes. Iliaque profonde, l'artère épigastrique. Alors, l'artère fémorale va naître de l'artère iliaque externe. Il s'agit d'une continuité de l'iliaque externe qui va traverser la lamine vasculaire à côté de la veine fémorale et du ganglion de Cloquet, s'engager ensuite dans le trigone fémoral et poursuivre sa route au niveau de la cuisse jusqu'au niveau du canal de Hunter, l'artère poplitée. Alors, l'artère iliaque externe donne naissance à l'artère fémorale. L'artère fémorale donne naissance à l'artère fémorale superficielle et l'artère fémorale profonde. L'artère fémorale superficielle donne des branches collatérales nombreuses et l'artère iliaque profonde donne des artères perforantes destinées à la face postérieure, roche postérieure de la cuisse. Évidemment, l'artère fémorale donne naissance aussi à l'artère géniculée descendante et il existe au niveau du genou un réseau articulaire important et composé des vaisseaux issus de l'artère fémorale et aussi des récurrentes tibiales et fémulaires. Alors, l'artère poplitée prend naissance au niveau du hiatus de Hunter, va cheminer en arrière, appliqué sur le fascia, bah ouais, donne aussi des collatérales, mais au niveau de l'arcade du muscle solaire, se divise en deux branches, là, le tronc tibio-fibulaire et l'intertibial antérieur. Évidemment, l'intertibial antérieur va poursuivre sa course en se positionnant en avant, va donner aussi des branches destinées à la loge antérieure et latérale de la jambe. Continue par l'artère dorsale du pied, puisque les artères
fibulaire et tibiale postérieure vont irriguer les loges postérieures et latérales de la jambe. Les fibulaires et tibiales postérieures vont donner des branches, pas vrai, qui vont participer à l'irrigation de la région tarsienne, métatarsienne et au niveau des orteils. Alors ici, une vue schématique de trajectoire du trajet de faisceaux ischémique des membres inférieurs peut être divisé en plusieurs types. Le type 1 est limité à la aorte distale et aux artères iliaques communes. Le type 2 est aorto-iliaque impliquant l'aorte, les artères iliaques communes et les artères iliaques externes. Le type 3 touche ces zones ainsi que la région fémoro-poplitée. Le type 4 est une atteinte fémoro-poplitée isolée avec préservation du flux aortique et du flux poplité tibial. Le type 5 est une atteinte combinée des artères fémoro-poplitées et des artères tibiales plus distales. Alors, regardons de plus près la maladie aorto-iliaque type 1 et 2. Le type 1 est plus rare, 10 à 15%, se limite à l'aorte abdominale distale et aux artères iliaques communes. Alors, pathologie est retrouvée à la catégorie entre 35 et 55 ans avec une faible incidence d'hypertension et de diabète, mais une fréquence élevée de tabagisme et de diabète. Cette maladie augmente de manière alarmante chez les femmes jeunes entre 30 et 50 ans, fumeuses depuis l'adolescence. La claudication des membres inférieurs, proximale des membres inférieurs est présente avec progression vers les muscles du mollet. Chez environ 15% de ces patients, la claudication n'affecte que les mollets. Alors, on observe aussi une diminution du pouls fémoral et la présence de souffles fémoraux, des pouls pédieux faibles, par une communication latérale et l'absence de pouls fémoraux. Les patients de type 2% présentent des lésions d'artérosclérose aorto-iliaque qui touchent généralement les artères iliaques s'étendant jusqu'au niveau de l'aine. L'imagerie permet de déterminer si le patient est atteint d'une maladie aorto-iliaque type 1 ou type 2. La maladie aorto-iliaque et fémoro-poplitée combinée, c'est-à-dire se retrouve chez des patients présentant une claudication des membres inférieurs, une maladie aorto-iliaque et fémoro-poplitée associée. Généralement, ces patients présentent de multiples facteurs de risque cardiovasculaire. La claudication peut être invalidante, de grade beaucoup plus élevé que celle observée en cas de maladie aorto-iliaque fémoro-poplitée isolée. Alors, ces patients peuvent développer des accidents ischémiques graves, de la douleur, du repos, des ulcères du pied ou une gangrène. Alors, la maladie fémoro-poplitée isolée du type 4 est présente chez les patients avec claudication du mollet qui débute après une certaine période de marche et qui est soulagée par quelques minutes d'arrêt. Les patients âgés de 50 à 70 ans, une prévalence élevée d'hypertension et de diabète, de maladies vasculaires, ovaires et
carotisée. Alors, cette pathologie est fréquente chez les grands fumeurs. Le pouls fémoral est généralement présent. Les propriétés ou pédieux ne sont pas palpables. La claudication est généralement améliorée par un programme de marche supervisé et reste stable sur une longue période. Évidemment, en l'absence de maladie aorto-iliaque proximale significative. Alors, des observations soutiennent la prise en charge initiale non chirurgicale. Les patients de plus de 60 ans atteints d'une maladie occlusive de l'artère fémorale superficielle ont une faible probabilité de perte de membres, 2 à 12% en 10 ans. Alors, si ces patients sont suivis de près par un traitement conservateur, on peut s'attendre à une amélioration des symptômes de près de 80% si l'index bras-cheville est supérieur à 0,6. Alors, les patients peuvent subir un traitement percutané ou une chirurgie reconstructive si la VI tombe en dessous de 0,5. La survie à 5 ans est de 70 à 80%. 10 à 12% de ces patients ont nécessité une revascularisation. Regardons le type sec, la maladie fémoropoplitée tibiale. Alors, ces patients présentent un risque plus élevé de perte du membre au fil du temps. Alors, cela s'explique par des résultats limités à long terme des traitements de revascularisation pour des maladies des vaisseaux tibiaux. Sur les patients âgés de plus de 65 ans qui présentent une prévalence significative de diabète, de tabagisme, d'anomalies lipidiques, des facteurs qui affectent de manière considérable, dans le mauvais sens évidemment, progression de la maladie. Alors, l'ischémie chronique se manifeste plus souvent par la claudication intermittente, c'est-à-dire une douleur, une courbature, fatigue, une lourdeur, l'engloutissement musculaire dû à une ischémie induite par l'exercice. Les symptômes sont absents au repos et s'atténuent à l'arrêt de l'exercice. Touche les groupes musculaires situés en aval de la lésion. Alors, il existe des catégories d'ischémie chronique des membres. Ici, un tableau incluant les cadres de 0 à 3, les catégories de 0 à 6, avec une description par catégorie et par grade, et les critères objectifs qui soutiennent ces catégorisations. Alors, la maladie ischémique chronique peut être asymptomatique. Le patient peut présenter une ischémie sous-critique des membres, une ischémie critique des membres. Il faudrait, du moins je vous suggère de bien l'examiner et de bien comprendre ce tableau pour que vous puissiez avoir une catégorisation des ischémies chroniques des membres pour la démarche clinique, diagnostique et pour le choix de l'intervention. Évidemment, il existe des maladies qui sont capables de provoquer une claudication intermittente. Il s'agit en tout premier lieu de l'artérosclérose, une artérite, la coarctation de l'aorte, réduction de calibre de l'artère aorte après l'artère sous-clavière, généralement, et qui entraîne un déficit de perfusion de la partie inférieure du corps, c'est-à-dire l'abdomen et les membres inférieurs, une ischémie. Alors, cette ischémie, une claudication.
l'endofibrose de l'artère iliaque externe ou syndrome de l'artère iliaque chez les cyclistes, c'est aussi la cause, la dysplasie fibromusculaire que l'on peut rencontrer à plusieurs niveaux, au niveau des vaisseaux de l'abdomen, à l'étiologie, peut-être aussi à l'origine de ces deux complications. L'anévrisme de l'artère poplitée avec thromboembolie secondaire, le kyste adventiciel de l'artère poplitée, le piégeage de l'artère poplitée, les tumeurs vasculaires primaires, un pseudosyndrome élastique, des traumatismes ou des irradiations, la maladie de Takayasu, la maladie de Berger rencontrée chez les grands fumeurs, la thrombangéite oblitérante et une thrombose de l'artère d'une artère sciatique persistante. Alors, la claudication intermittente présente une évolution naturelle, c'est-à-dire moins de 5 patients atteints de claudication vasculaire véritable évoluent vers l'amputation. Alors, certains facteurs associés à l'évolution de la claudication peuvent impacter de manière considérable cette évolution. Alors, la claudication intermittente due à l'artériosclérose est un marqueur de maladie vasculaire systémique et que 10 à 15% des patients mourent d'une morbidité cardiovasculaire associée dans les 5 ans. Si vous présentez un tableau des facteurs de risque pouvant influencer l'évolution de la claudication intermittente. Évidemment, les anomalies métaboliques, intéressant les triglycérides, tabac, l'âge, et la BPI, ainsi que le diabète. Alors, l'ischémie artérielle aiguë caractérise de douleur sur les extrémités, une pâleur et une paralysie des seins. Alors, il existe des catégories d'ischémie aiguë. Alors, à chaque catégorie des données ischémique critique est caractérisée par une douleur brûlante localisée à l'avant-pied ou sous la cheville, une rougeur et une pâleur lors de l'élévation du membre. Cette douleur réveille le patient la nuit et le patient penche le pied vers le bas pour se soulager, évidemment, à la faveur de la gravité. Sont faibles et généralement efficaces pour évoluer vers une perte de membre. Évidemment, si rien n'est fait, c'est-à-dire en termes de revascularisation. Il existe un groupe intéressant de patients identifiés comme résidant d'une ischémie sous-critique. Alors, ces patients présentent une maladie grave, asymptomatique, apparemment, généralement due à leur inactivité. Ce sont des patients sédentaires. Alors, quand on mesure la pression au niveau de la cheville et de l'eau, niveau occlusif artériel significatif. Alors, la maladie occlusive auto-iliaque et fémorale superficielle combinée type 3 et l'occlusion artérielle fémorale avec maladie occlusive distale, c'est-à-dire type 5. Alors, le degré d'ischémie dépend aussi de la quantité de vaisseaux collatéraux qui se sont développés. L'ischémie critique. Alors, il se présente avec des ulcères non cicatrisants du pied. Alors,
dans ce cas, l'ischémie est de grade 3 et de catégorie 5. La gangrène est un signe classique d'ischémie cutanée sous-cutanée dans les cas de grade 3, catégorie 5 et 6. La gangrène peut être sèche, noirâtre ou humide, infectée, purulent, avec macération tissulaire. Alors, les micro-emboles peuvent intervenir aussi dans ce processus pathologique, provoquant, de par l'occlusion vasculaire que ces micro-emboles vont entraîner des taches bleuâtres, des marbrures distinctes au niveau des orteils, et dans le syndrome des orteils bleus, les orteils bleus, et leur véritable signification peut être négligée. Alors, les micro-emboles peuvent provenir de n'importe où, c'est mal, une fibrillation, une myocardiaque, d'anévrisme ou des plaques ulcérées au niveau de l'arbre artériel proximal. Alors, comment prendre en charge une ischémie des membres inférieurs? L'image des membres inférieurs peut être réalisée par angioscopie scanner ou MRI ou échographie duplex. La télégraphie est considérée comme une intervention invasive avec intention de traiter, n'est pas nécessaire chez la majorité des patients présentant une claudication vasculaire d'apparition récente. Alors, le choix initial du traitement dépend de la durée de la claudication, de l'incapacité du patient, de la progression de la maladie, de l'état général du patient, mais évidemment aussi de l'expérience de l'intervenant. Il existe une prise en charge non chirurgicale de l'ischémie chronique qui consiste à administrer des antiplaquettaires et une statine, à réaliser des évaluations régulières avec surveillance non invasive, à s'assurer que le patient des membres inférieurs de manière régulière, contrôler les facteurs de risque comme l'arrêt du tabac, le contrôle des hyperlipidémies, le contrôle du diabète, le contrôle de l'hypertension, la perte de poids. Alors, l'échec du traitement non chirurgical est généralement dû à l'incapacité de contrôler les facteurs. Évidemment, on associe au traitement des médicaments et le citalazole de la sodistérase. Alors, quand est-ce qu'il faut réaliser un traitement invasif? Alors, quand il existe des altérations des performances professionnelles, une limitation significative du mode de vie chez un patient à faible risque, les conditions anatomiques sont percutanées ou chirurgicales. Alors, on obtient de meilleurs résultats quand la maladie est localisée à la aorte et aux artères iliaques, avec des vaisseaux ouverts. Quand la fémorale superficielle est aussi isolée, une atteinte de la fémorale isolée avec une bonne perméabilité des vaisseaux distaux, alors cette situation est anatomiquement favorable au traitement. Alors, il existe des fois qu'on se retrouve en face de maladies situées à plusieurs niveaux. On doit commencer par un traitement intéressant, le premier niveau d'obstruction, c'est-à-dire le niveau le plus proximal, et ensuite, en fonction de la réponse, on va continuer à perméabiliser les vistaux situés en aval. Alors, les traitements endovasculaires maintenant utilisés à continuer à avancer cette
intervention endovasculaire présente un risque moindre pour le patient et améliore en fin de compte son niveau d'activité. Alors, le traitement endovasculaire ne constitue pas un obstacle à une reconstruction chirurgicale future. Ces patients doivent être évalués en préopératoire. Alors, la mortalité pour une reconstruction aortoïliaque élective ou un pontage fémoro-oblique pour une claudication ne doit pas dépasser 2 à 3%. Le principal risque vital lors des reconstructions vasculaires est la pathologie coronarienne. Alors, la mortalité pour un traitement endovasculaire devrait en principe être négligeable. Alors, le patient doit arrêter de fumer et de ne pas recommencer après la convalescence. Le risque d'échec du greffon approche les 30% chez les patients qui continuent de fumer régulièrement. La reconstruction programmée pour la claudication chez les fumeurs actifs doit être évitée. Alors, l'antériographie des membres inférieurs n'est réalisée qu'après la intervention une importance pour l'imitation de la maladie et permet de déterminer la possibilité du provascularisation endovasculaire avant l'antériographie. L'angiotomographie et le MRI sont particulièrement très utiles pour définir une atteinte de l'influx aortoïliaque susceptible de rendre l'accès fémoral difficile, de préciser les caractères de la maladie afin de planifier une intervention endovasculaire. Alors, dans les années 2007, a vu le jour la classification anatomique TASC, les lésions de la maladie aortoïliaque. Alors, on a pu classifier les lésions en lésions de type A, type B, évidemment en fonction des spécificités, des anomalies d'ordre anatomique, type C, type D. On peut réaliser à partir de la population type A. Une chirurgie est supérieure au traitement endovasculaire pour le type D. La chirurgie est préférée aussi pour le type C et on peut réaliser un traitement endovasculaire pour le type B si ce n'est pas un bon candidat à la chirurgie. Alors, le choix de la procédure appropriée en cas de maladie aortoïliaque dépend de l'état général du patient, de l'étendue du processus d'athérosclérose, de l'expérience du chirurgien ou de l'interventionniste. On peut réaliser une endartérectomie aortoïliaque, une angioplastie transluminale percutanée et la pose de stent, un pontage aortoïliaque, des pontages axillo-fémoraux ou fémoro-fémoraux, dit extra-anatomiques, évidemment, en fin de compte, des amputations. Alors, quels sont les types de reconstitution aortoïliaque que l'on peut réaliser? On peut réaliser l'endartérectomie aortoïliaque. C'est une option pour les maladies occlusives localisées à l'aorte abdominale distale et aux deux artères iliaques communes. Cette endartérectomie est remplacée par des traitements endovasculaires pour le type pathologique focal, visible sur le schéma, et la greffe aortofémorale peut être réalisée, une anastomose proximale peut être réalisée en terminal ou en terminaux latéral
comme c'est visible sur le schéma. Alors, on peut réaliser plusieurs types d'anastomose fémorale pour le montage à fémoraux et ces types d'anastomose sont représentés sur le schéma. Alors, on peut réaliser aussi un pontage fémoro-axillo-fémoral, un pontage fémoro-fémoral, ce sont les pontages dits extra-anatomiques. Alors, on peut réaliser aussi des anastomoses fémoro-poplitées. Alors, on va se baser aussi sur les informations fournies par le TASC et à partir de la classification des lésions en type A, type B, type C, type D, on peut soit réaliser l'angioplastie, c'est-à-dire le traitement endovasculaire pour le type A, évidemment, probablement, et les types C et D doivent bénéficier de traitement chirurgical. Alors, il existe des traitements pas vrai? On peut réaliser le séquençage sans difficulté. Alors, il existe des types d'adjonction veineuse à l'anastomose distale des pontages prothétiques infragéniculés et qui sont présentés ici. Ici, un schéma pour vous montrer un pontage utilisant du matériel prothétique de l'artère fémorale et de l'artère poplitée. Ici, ce sont les schémas vous montrant les possibilités de réalisation de pontage beaucoup plus distaux. Évidemment, on peut réaliser aussi des amputations, soit pour extraire le tissu nécrotique présent avant l'intervention. Généralement, on peut ne pas pouvoir sauver le membre, même après la vascularisation par chirurgie ou par traitement endovasculaire. Donc, on se trouve dans l'obligation de réaliser une amputation. Maintenant, comment réaliser l'angioplastie? C'est la même technique qu'on utilise pour les artères du cou, c'est cette même technique qu'on utilise pour les artères du cœur, les vaisseaux coronaires qu'on va utiliser. On va identifier l'artère fémorale, fonctionner l'artère fémorale sur la technique de Seldinger, introduire un guide et arriver jusqu'au niveau de la lésion, aidée par la fluoroscopie, évidemment. Donc, et ensuite, quand la lésion est identifiée, on gonfle un ballon pour pour ouvrir le vaisseau et on y dépose un stent. Alors, il existe des complications liées au pontage, saignement, infection sur l'anévrisme, ce qui implique les sons nodulaires, une hémorragie gastro-intestinale, pouvant être une fistule aorto-intestinale. Comment prendre en charge l'ischémie aiguë? L'ischémie aiguë, une occlusion artérielle monocytologie, une occlusion soudaine de montage.
Le traitement immédiat est l'héparénisation. Le choix de la procédure dépend de l'étiologie. S'il s'agit d'un embole, on peut enlever l'embole avec un cathéter de Fogarty, faire une artériotomie. On peut réaliser un traitement thrombotique par cathéter. Donc, évidemment, mettre en route un traitement simplement, réaliser évidemment rapidement les examens vasculaires non invasifs, l'artériographie et réaliser une radiographie du membre, choisir rapidement la procédure. Généralement, il faut choisir l'amputation et réaliser les fastos. Alors, en conclusion, il s'agit de spectres variés de pathologie. Donc, l'étudiant doit être en mesure de saisir les spécificités cliniques, de comprendre la pathologie de base et de pouvoir poser les gestes d'urgence pour sauver le membre, de réaliser aussi les examens non invasifs. Mais le plus important, c'est de pouvoir reconnaître à temps la gravité des pathologies et de mettre en branle tout le processus permettant de réaliser soit un traitement endovasculaire, soit un traitement chirurgical. Et évidemment, le traitement médical se trouve déjà dans la routine de nos médecins, surtout en cas de claudication intermittente liée à l'ischémie chronique. Alors, c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un pareil cours. En attendant, si vous avez des questions, je suis disposé à les écouter.